En Algérie, les députés ont adopté une loi criminalisant les violences contre les femmes, une loi vivement dénoncée par les conservateurs qui la jugent contraire aux valeurs de l'islam. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a procédé hier à un réaménagement de son gouvernement. L'objectif de ce remaniement est d'injecter du sang neuf pour aller de l'avant. L'Indonésie a rejeté hier jeudi une proposition de l'Australie consistant à échanger des trafiquants de drogue indonésiens contre 2 Australiens dont l'exécution est imminente. C'était là les principaux titres de cette édition. Bonjour à toutes et à tous. Les députés algériens ont adopté une loi criminalisant les violences contre les femmes qui a été vivement dénoncée par les conservateurs comme une intrusion dans l'intimité du couple contraire aux valeurs de l'islam. La loi veut défendre les femmes contre les violences de leurs conjoints et préserver leurs ressources financières des convoitises de celui-ci. Ce texte qui modifie et complète le code pénal introduit également la notion de harcèlement dans les lieux publics et celle de harcèlement moral conjugal. Il dispose que quiconque porte volontairement des coups à son conjoint et en fonction des blessures risque de 1 à 20 ans de prison avec la réclusion à perpétuité en cas de décès. Au sein de l'Assemblée nationale, qui ne compte pourtant pas d'islamistes radicaux, des élus ont accusé le gouvernement de vouloir imposer des normes occidentales à une société musulmane. Toujours en bref et en images, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a procédé hier à un réaménagement de son gouvernement. Le ministre de l'Intérieur Mohamed Ibrahim cède ainsi son portefeuille au général Magdi Mohamed qui a dirigé le puissant département de la sécurité nationale, accusé par des organisations de défense des droits de l'homme d'abus et de torture. Notons que 5 autres ministres ont été remplacés jeudi et selon le premier ministre égyptien, l'objectif de ce remaniement est d'éjecter du sang neuf pour aller de l'avant. Un autre élément dans cette édition, pour la première fois depuis mai 2014, aucun nouveau cas d'Ebola n'a été enregistré au Libéria la semaine dernière. L'annonce a été faite par l'Organisation mondiale de la santé dans son dernier bilan. Pas un seul cas d'Ebola enregistré au Libéria pour la période du 23 février au 1er mars 2015. Une première depuis mai 2014 dans ce pays qui compte le plus de morts dues à cette fièvre hémorragique. Selon l'OMS, Freetown n'a fait état d'aucun nouveau cas pendant la période susmentionnée, alors que dans les 2 autres pays les plus affectés que sont la Sierra Leone et la Guinée, 132 nouveaux cas ont été confirmés. Parmi eux, 81 proviennent de la Sierra Leone contre 65 la semaine précédente. Depuis le début de l'épidémie, le Libéria a enregistré au total 4117 cas de décès sur 9249 personnes contaminées. Lors du pic de l'épidémie dans ce pays, il y a 6 mois, environ 300 nouveaux cas étaient enregistrés par semaine selon l'OMS. L'Organisation mondiale de la santé dénombre à ce jour un total de 23 969 cas d'Ebola enregistrés et 9 807 décès dans les 9 pays affectés. Rendons-nous à présent en Indonésie pour parler de l'affaire condamnation à mort de 2 Australiens impliqués dans le trafic de drogue. L'Indonésie a fermement rejeté jeudi une proposition de Sydney consistant à échanger des trafiquants de drogue indonésiens contre 2 Australiens dont l'exécution est imminente. Les détails. Déboutés de leur demande de grâce présidentielle, les 2 Australiens ont été transférés mercredi dans une prison de Java en vue de leur exécution. Les autorités n'ont pas annoncé la date de leur exécution, mais leur transfèrement suggère que celle-ci est imminente. Les condamnés à mort sont avertis 72 heures avant d'être passés par les armes. Nous aidons d'autres détenus juste en apportant des bibles en cours d'étude. Vous savez, je suppose, c'est toujours tapis au fond de votre esprit. De mauvaises choses. Vous pouvez essayer de faire le meilleur tous les jours, mais... C'est assez difficile pour eux. Ça fait 8 ans et demi. C'est difficile pour ma mère. Lors d'une veillée aux chandelles organisée ce jeudi devant le Parlement de Canberra,
Le Premier ministre australien avait demandé au président indonésien de faire preuve de clémence à l'égard d'Andrew Chan et de Miuran Sukumaran. Ces deux Australiens condamnés en 2006 à la peine capitale pour avoir dirigé un réseau de trafiquants d'héroïne entre l'Indonésie et l'Australie. La ministre australienne des Affaires étrangères Julie Bishop avait ensuite annoncé s'être entretenue au téléphone avec son homologue Retno Marsudi pour tenter de leur éviter le peloton. Selon les médias australiens, Julie Bishop a proposé un échange de détenus. Dans un premier temps, le ministère indonésien des Affaires étrangères a minimisé les chances d'une telle proposition d'aboutir. Mais ensuite, le ministre de la Sécurité a déclaré que conformément aux ordres du président Joko Widodo, la condamnation des Australiens à la peine de mort va être exécutée. La Russie commémore le 62e anniversaire de la mort de Joseph Staline. Ce dernier, qui fut le premier secrétaire de l'URSS, continue d'être perçu de façon ambiguë dans le pays. Certains le considèrent comme un tyran alors que d'autres le perçoivent comme le héros de la victoire sur les nazis. Ils étaient quelques dizaines de Russes ce jeudi matin à s'être réunis sur la place rouge à Moscou pour rendre hommage à la mémoire de Joseph Staline à l'occasion du 62e anniversaire de sa mort. Pour la circonstance et comme ils en ont pris l'habitude depuis plusieurs années, ces Russes ont procédé à un dépôt de quelques œillets rouges et de bouquets de roses autour du buste du dirigeant soviétique. C'est mon devoir d'être ici. Je viens depuis 8-10 ans, j'apporte des fleurs 2 fois par an. Nous avons décidé d'honorer la mémoire du grand souverain de la Russie soviétique, Staline. Aujourd'hui, c'est le 62e anniversaire de sa mort. Organisée par le Parti communiste russe, cette cérémonie commémorative s'est déroulée en présence d'un parterre de personnalités, parmi lesquelles le chef des loups de la nuit, un groupe de motards qui prône le patriotisme et la fidélité au Kremlin. Les Vénézuéliens se souviennent encore de leur ancien dirigeant 2 ans après sa mort. Bien que la mémoire d'Hugo Chavez reste très vivante dans le pays, le chavisme, son héritage politique, est en perte de vitesse avec son successeur Nicolás Maduro. Le pays fait face à une grave crise économique qui met à mal les populations du pays. Reportage. Leader charismatique de son vivant, Hugo Chavez a toujours ses fidèles 2 ans après sa mort. À Caracas, le culte de Sainte Chavez est entretenu à coups de prières et de cierges. Comme dans cet hôtel, à une centaine de mètres de la tombe de l'ancien président. Elisabeth est la gardienne des lieux. Un homme aussi charismatique que lui ne renaîtra pas. Un homme qui a consacré sa vie à son peuple ne renaîtra pas, c'est notre deuxième sauveur. Le premier c'était Simon Bolivar et après il y a eu le commandant suprême et éternel. Mais le chavisme, désormais emmené par le président Nicolás Maduro, est mal en point et ses sympathisants sont de moins en moins nombreux. La preuve pour ce vendeur de souvenirs, les ventes auraient chuté de 95% depuis la mort de Chavez. Quand le commandant était vivant, on avait toujours du travail, tous les jours. Il y avait des manifestations de l'opposition et des manifestations pro-gouvernement. Mais maintenant, plus rien. Et avec ce gouvernement, avec Maduro, on n'a plus de clients. Personne au Venezuela n'a de vêtements avec la tête de Maduro, ni avec les moustaches de Maduro. Problème d'image, mais aussi une économie en plein effondrement. Les Vénézuéliens doivent faire de longues queues pour acheter à prix d'or les rares produits présents dans les supermarchés. Une situation inquiétante pour le gouvernement à l'approche des élections. Le défi de ce gouvernement est de trouver un moyen de changer l'opinion publique, améliorer son image avant les élections. Je crois que dans ce contexte de chute des prix du pétrole, la marge de manœuvre pour mener la campagne électorale est faible. Il y a peu de possibilités. La mémoire d'Hugo Chavez a beau rester intacte pour les Vénézuéliens, le modèle socialiste qui l'avait impulsé s'essouffle. Madame, Monsieur, c'est l'instant de la revue de presse africaine pour découvrir la une des sites d'information et journaux parus ce jour. Joël Yetonji pour la revue de presse. Joël, bonjour.
Bonjour Bella et bonjour à tous. Alors, on va directement en Côte d'Ivoire où le FPI semble inévitablement au bord de l'explosion. Tout à fait, témoin des faits, Soir Info aligne les titres. Comité central extraordinaire du FPI hier. Soir Info affiche Afi débarqué, Sangaré prend le pouvoir. D'importantes autres décisions prises. Le Temps revient sur les assises et affiche le comité central du FPI s'est tenu hier, affiche suspendu, Sangaré aux commandes. LG Info avec la même information, FPI, le comité central extraordinaire a frappé fort hier. En attendant Gbagbo, Sangaré à la barre. Et parlant de Gbagbo, notre voix propose à lire l'interview dite Vérité de Gbagbo. Négociation politique en cours, nomination au secrétariat général du FPI. Le quotidien d'Abidjan consacre toute une page à la situation de Gbagbo à La Haye. Combat pour la libération de Gbagbo se poursuit. Madame Zouma et Mousseveni rencontrent les pro-Gbagbo à Accra. Alors Joël, au Sénégal, c'est le prochain congrès du PDS, le Parti démocratique sénégalais d'Abdoulaye Wade qui focalise l'attention. Il faut dire que le parti devra désigner son candidat pour la présidentielle de 2017. Tout à fait. Dakar Atu annonce à travers ses colonnes présidentielle 2017, le candidat du PDS sera connu le 20 mars. C'est les news de s'interroger. La course à la candidature ouverte au PDS, Karim sera-t-il désigné? Plutôt bien informé, Arthur Sen étale dans ses colonnes ce qu'il qualifie de plan funeste d'Abdoulaye Wade pour faire de son fils Karim le candidat du PDS à la présidentielle de 2017. Même titre avec Rioumi, présidentielle de 2017. Comment Maître Wade prépare la candidature de Karim? Alors, quand on parcourt également les unes des journaux d'aujourd'hui, on remarque que les rumeurs de fichiers électoraux truqués pour les prochaines joutes électorales deviennent de plus en plus persistantes au Togo. Tout à fait, et c'est le triangle des enjeux qui fait écho des plaintes. Dans sa parution et publication du jour, des doublons surnoms, numéro de carte, usurpation d'identité, bourrage de fichiers électoraux et fraude en perspective affiche le triangle des enjeux. L'hebdomadaire Le Médium, lui, affiche Fabre affronte son jeune frère fort le 15 avril prochain. Les forces et faiblesses de chacun des deux candidats, c'est à lire avec le Médium. Africa Time, fort Yassimbe, le mandat de tous les enjeux si éventuellement fort arriver à l'emporter. Alors parlant toujours d'élections, rendons-nous au Burundi où la probable candidature de Pierre Nkurunziza pour un troisième mandat préoccupe l'Union européenne. Tout à fait, c'est Bujumbura News qui fait écho des faits ce matin. Bujumbura News, la probable candidature de Pierre Nkurunziza divise l'Union européenne et le Burundi. Africa Time que nous retrouvons à ce sujet, candidature de Nkurunziza à un troisième mandat. La candidature présente des risques de tension d'ici l'Union européenne. Harib s'intéresse à toute autre situation, toujours au Burundi, et parle du pays qui a été paralysé par une grève générale. Iwasu se penche aussi sur cette question de grève et parle d'une grève relativement suivie. Mais Gaouza, rapportant les propos des syndicats, le monde syndicat est plutôt très satisfait de la réponse des travailleurs à l'appel à la grève. Joël Yetonji, au Nigeria, la secte islamiste Boko Haram, malgré les nombreuses pertes en vies humaines dans son rang, est toujours dangereuse, n'est-ce pas? Toujours dangereuse, on peut le dire, jusqu'à son déclin, Boko Haram continuera à frapper. Et c'est Jeune Afrique qui rapporte l'information ce matin, au moins 68 personnes tuées dans une attaque de Boko Haram dans le nord-est. Skynet précise que des 68 personnes tuées, il y a aussi des jeunes gens qu'on compte parmi les cadavres dans le nord-est du Nigeria. Une situation assez désolante qu'on déplore tous. Assez désolante, il va falloir continuer la bataille contre Boko Haram, une lutte donc de longue haleine. Alors,
Madame, Monsieur, ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis et retenez que l'information est en continu sur Sika TV. Au revoir.